Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Et donc, Second Souffle et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année 2022. Aujourd'hui, donc, le sujet, ça sera le PGE. Mais pour commencer, un petit tour des activités d'émission de Second Souffle. Chez Second Souffle, nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos jeudis du Second Souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette plateforme de webinar, donc vous avez sur le côté droit de l'écran l'onglet chat et l'onglet, l'icône chat et l'icône question. Donc le chat, c'est pour discuter entre nous, entre vous. Et puis les questions, c'est pour poser vos questions. Donc merci de bien faire attention de poser vos questions dans la partie questions, sinon les questions vont se perdre dans tous les messages du chat. Et puis si vous avez des soucis techniques, vous avez un icône en bas à gauche. Et vous pouvez réagir et mettre en plein écran et réagir, voilà, en faisant des petits pouces, des petits clins d'œil, vous verrez des petits icônes. Voilà, pour montrer un petit peu vos réactions. Voilà, donc aujourd'hui c'est PGE et c'est avec mon ami Xavier Gileron. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, j'arrive avec la caméra. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et excellente année. Et excellente année 2022, en espérant qu'elle soit aussi belle que 2020 et 2021. Non, je plaisante. Hein, non, 2021, c'était pas très bien, mais 2022, ça sera beaucoup mieux. Bah oui, ça rime en plus. Donc, c'est bien de faire des rimes, William. Je t'en prie. Bien, bah écoute, oui, donc ta mini-bio, on l'a déjà écrite. Tu étais déjà présent, tu es déjà intervenu oui. dans un webinaire pour ton autre activité qui est donc médiateur des entreprises. Tout à fait. Et donc, je vous invite, messieurs, dames, je vous le mets dans le chat, si vous n'avez pas vu cet excellent webinaire qui était fin 2020, je crois, octobre ou novembre. C'était en 2020, oui, tout à fait. Je vous mets le lien du replay. Voilà, dans le chat, c'est mis. Donc, à ne pas regarder maintenant, hein, mais à regarder la fin de ce webinaire, évidemment. Après, bien sûr. Bien, ben, mon cher Xavier. Eh bien, merci d'abord, William, de m'avoir invité sur ce thème et ce premier thème de l'année, hein, puisque j'ai l'honneur d'inaugurer la série des webinaires 2022. Donc, je prends ça comme un honneur. Donc, merci à toi pour cela et merci à l'association Second Souffle, où effectivement les sujets abordés sont extrêmement enrichissants et extrêmement importants pour tous nos amis entrepreneurs qui nous suivent. On va aborder aujourd'hui une thématique. Alors c'est vrai que j'ai toujours des thématiques qui sont un peu particulières, mais qui sont liées à mon activité, qui sont pas forcément très très réjouissantes, mais elles font partie de la vie de l'entrepreneur. Donc et c'est très important. Et elles sont très importantes. Et c'est très important. Alors, on va aborder quelque chose qui est purement nouveau, hein, puisque ça a été malheureusement ou heureusement initié dans le cadre de cette crise sanitaire qui a affecté tout le monde. Hein, et encore aujourd'hui, on est encore plongé dans cette ambiance un peu morose de contamination qui font que on oblige les gens à plus ou moins pour aller travailler à avoir un pass vaccinal. Il y a encore beaucoup de contamination. Donc vraiment, on est un petit peu toutes et tous au bout du rouleau par rapport à ça. Mais voilà, la chose qui est vraiment particulière, c'est qu'on est tous concernés. Et donc, forcément, on est tous concernés.
ça crée quelque part aussi des élans de solidarité. On l'a vu au cours de ces 2 dernières années, des prises de conscience aussi sur l'état de notre économie. Et puis, voilà, on a un tissu entrepreneurial qui est grandissant. Je rappelle que depuis 2009, il y a eu notamment beaucoup de créations d'entreprises sous l'impulsion de l'auto-entrepreneuriat, qui a permis aussi à des gens d'approcher la vie entrepreneuriale d'une manière un petit peu plus concrète, ce qui fait qu'on a eu une explosion depuis 2009 maintenant de la création d'entreprises en France. Donc, ce qui a alors bien sûr, la plupart sont des micro-entreprises, puisque maintenant tout est réuni sous le régime de la micro-entreprise pour ces petites entreprises. Mais il y a eu aussi des sociétés, des TPE, des PME, des ETI. Les grands groupes, eux, ont continué. Donc, on commençait à sortir de la crise de 2007-2008, la fameuse crise des subprimes qui avait affecté un certain nombre d'acteurs de l'économie. Et à ce titre, je me permets de rappeler ce qu'a subi notre ami Nicolas Doucerin, qu'il raconte d'ailleurs dans son livre « Ma petite entreprise a connu la crise » et son second livre « Ma petite entreprise a encore connu la crise », où il a fait part de son expérience par rapport à cette crise. On commençait à en sortir, et puis, pof, voilà, Monsieur Virus s'est installé à notre table, entrepreneuriale notamment, pas que, mais avec une rapidité et une violence qui a été particulièrement éprouvante tout de suite, avec des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui ont été très dures, puisqu'on a été confinés en 2020, je rappelle. Et confinement égale fermeture des entreprises. Certaines activités ont été obligées complètement de fermer par mesure administrative. C'était le cas notamment des restaurants, de tout le secteur du loisir, les clubs de sport, enfin tout un certain nombre d'activités, les cinémas, toutes ces activités-là ont été obligées de fermer, une obligation administrative de fermeture. Et quid, que se passe-t-il dans ce cas de figure, lorsqu'on est obligé de fermer? Quand on n'a plus de clients qui viennent, c'est difficile de rentrer de l'argent dans les caisses. Donc, il fallait des mesures de soutien. Le gouvernement a engagé énormément d'argent sur la table, il faut le reconnaître, et notamment avec un dispositif. Il y a eu 2 dispositifs financiers qui ont beaucoup marqué cette période de démarrage, je dirais, de cette période très, très compliquée, qui a été d'une part le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État, dont on va parler là bien tout de suite après, et également le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité qui était octroyé pour les personnes pour toutes les entreprises qui étaient éligibles à ce fonds de solidarité, qui était là pour le coup c'était une subvention versée par l'État, qui pouvait aller jusqu'à 1 500 € par mois. Et puis, donc, il y a eu ce dispositif de prêt garanti par l'État. Alors, on va peut-être passer la première slide par rapport à ça, mon cher William, qui est en fait, on va rappeler ce qu'est le prêt garanti par l'État. Donc, c'est un dispositif qui est... Alors, bon, voilà, on va rapidement passer dessus parce que je pense que la plupart des personnes connaissent déjà un peu le principe. C'est quoi? C'est un prêt qui est octroyé, qui correspond à peu près à 30% du montant du chiffre d'affaires de l'année antérieure à 2020, c'est-à-dire l'année 2019, puisque ça reste l'année de référence 2019, puisqu'on ne peut pas considérer que 2020, voire 2021 ont été des années qui ont été parlantes, sauf dans certains secteurs d'activité, on y reviendra après. Je pense notamment à l'agroalimentaire ou d'autres secteurs d'activité qui ont fonctionné correctement. Mais la plupart des entreprises ont eu la possibilité d'avoir accès à ce dispositif. Alors concrètement, c'est quoi? Vous allez voir votre banque, vous demandez en fait à avoir l'octroi de ce PGE. Pourquoi garanti par l'État? Parce qu'il est garanti entre 70 et 90%, notamment pour les très petites entreprises, 90% par l'État. C'est la BPI France qui a un mécanisme derrière de garantie.
Alors, ce mécanisme ne se met en route, bien évidemment, qu'en cas de défaillance. Donc, ça veut dire que c'est pas la BPI qui va rembourser le prêt, bien évidemment. Et ça, on y reviendra également, parce que c'est important. Un prêt reste un prêt. C'est-à-dire que ça reste du remboursable. Néanmoins, cette garantie était surtout pour assurer les banques, bien évidemment. Les banques, avec cette garantie, eux, ils avaient un delta entre 30 et 10%, donc de risque sur la capacité de remboursement. Donc, 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Alors, c'est vrai que pour certains, ça ne représentait pas forcément, mais c'était déjà, il y avait le complément avec le fonds de solidarité. Donc, ça permettait, néanmoins, ça a permis, le dispositif de ce prêt garanti par l'État, de pouvoir passer un cap très difficile, qui est surtout celui de l'incertitude. Et d'ailleurs, mon ami Nicolas Doucerin disait et dit toujours, il fallait prendre cette option du prêt garanti par l'État, qu'on en ait besoin ou pas. Pourquoi? Parce que ne sachant pas, le problème du virus, et on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en janvier 2022, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que ça fait naître une période d'incertitude énorme qui a fait que on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Et on a eu d'ailleurs des épisodes, on en est à 5e vague, ce qui veut dire qu'entre-temps, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses, mais tout ça, ça se ressent sur l'économie. Donc le fait d'avoir un prêt qui correspond à 30%, qui permet, alors soit on le garde comme une poire pour la soif si on n'en a pas réellement besoin, et on le rembourse au bout d'un an, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un taux qui était très très minime, il n'y avait même pas pour la première année de taux d'intérêt, il y avait juste une petite somme à payer à la BPI, mais c'était celui qui a pu le rembourser au bout d'un an. Tant mieux pour les banques aussi. Mais ça a été, voilà, il faut savoir que c'était quelque chose qui était important de pouvoir demander, qu'on en ait besoin ou pas dans l'immédiat, ce qui a permis de garantir un minimum, un semblant d'activité, dans le cadre du fameux « quoi qu'il en coûte ». Je vous rappelle la fameuse phrase de notre président, le « quoi qu'il en coûte ». De pouvoir continuer sereinement, tout au moins, si on peut dire sereinement, de pouvoir continuer son activité en préservant, c'est-à-dire le prêt devait permettre aussi à l'entreprise de continuer de fonctionner, c'est-à-dire de payer ses fournisseurs, de payer, alors les salariés, il y a eu le dispositif du chômage partiel qui a été mis en place, mais il fallait quand même pour l'entrepreneur avancer l'argent du chômage partiel avant de se faire rembourser. Donc, il fallait quand même du BFR, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie pour pouvoir justement faire face à ces fermetures d'une part pour la première période de confinement et ensuite aux incertitudes parce que même quand ça a réouvert, on l'a vu notamment avec les restaurateurs, les clients ne sont pas revenus massivement parce qu'il y avait encore ce climat un petit peu anxiogène qui fait qu'il y a toujours eu cette suspicion de dire si je vais au restaurant, j'enlève mon masque, est-ce que je vais attraper le virus ou pas? Il y a quand même eu des grosses baisses de chiffre d'affaires dans certains secteurs d'activité qui ont été extrêmement impactés par cette crise sanitaire et qui continuent de l'être d'ailleurs. Donc, le prêt de garantie, le PGE, puis on va parler du PGE, ça permet une contraction. Il y avait également, donc, qui a été fait. Alors, par contre, pour les entreprises innovantes, ça c'est un point. Donc, il y avait le cas général, la plupart des entreprises. Pour les entreprises innovantes, par contre, là, on est sur une méthode de calcul qui est un petit peu plus différente, puisqu'en fait, ça peut aller jusqu'à atteindre 2 années de masse salariale. Il faut savoir que les entreprises innovantes, souvent, étaient dans le cadre de ce qu'on appelle la recherche et développement avant de la mise au point de leurs produits. Donc, il y avait beaucoup de frais, un petit peu comme on a dans le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, beaucoup de frais de recherche, il fallait payer ses salariés, il fallait payer un certain nombre de choses, sans forcément tout de suite pouvoir vendre ses produits. C'est tout ce qui caractérise d'ailleurs la plupart des entreprises innovantes. On est sur une activité qui n'est pas au démarrage dès la première année. On commence au bout de 2-3 ans, après avoir mis au point ces produits pour pouvoir les vendre. Donc ces entreprises-là ont été impactées de manière différente, parce qu'elle n'avait pas forcément de clients, mais elle devait aussi faire face à des besoins de financement et à des besoins de payer ses fournisseurs, son loyer.
ça a été important, ça a été une chose importante aussi. Il y a eu des mesures qui ont été faites. Moi, c'est une époque où je suis intervenu beaucoup en médiation avec des banques, notamment par rapport au PGE, pour avoir également être intervenu auprès de bailleurs, des compagnies d'assurance ou autres, parce que c'était difficile pour les entreprises de pouvoir continuer à payer ce qu'elles devaient payer sans avoir la possibilité de faire des rentrées d'argent. Donc voilà un petit peu le contexte qui a été mis en place, la raison du pourquoi. Donc il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui n'a pas existé dans tous les pays. C'est la France qui a été peut-être porteuse de ce type de mesures de sauvegarde des entreprises, et ça a été vraiment une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que ça a été ça beaucoup dans la présentation théorique. La pratique a été un petit peu différente. C'est-à-dire que très rapidement, beaucoup d'entreprises sont allées voir leur banquier en disant « Monsieur le banquier, voilà, monsieur le président nous a dit qu'on était en guerre et qu'on pouvait avoir des sous, voilà, j'aimerais avoir un prêt garanti par l'État. » Là, le banquier a dit « Ah ouais, mais ouais, effectivement, on a entendu parler de ça, mais c'est pas si simple que ça. » Donc, on s'est aperçu en fait très rapidement, et moi je suis intervenu sur plusieurs cas là-dessus, j'ai même saisi le médiateur des entreprises par rapport à ça, et le médiateur de la banque également, sur certains cas où il y avait des refus d'octroi du PGE. On reste quand même dans une... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caractère d'automaticité. Il fallait quand même avoir l'aval de sa banque pour pouvoir avoir ce PGE. C'est pas parce que la mesure existait qu'elle avait voilà, ce caractère automatique. Il fallait déjà remplir le dossier. Hein. On est dans la Serfa Nation, on n'est pas dans la Startup Nation, on est dans la Serfa Nation. Donc on aime bien le papier en France. Et à mon avis, même si c'est du papier numérisé, parce que souvent il y a beaucoup d'administrations où on est obligé de remplir en ligne le document, mais ils nous disent de le renvoyer par adresse postale, de l'imprimer, de renvoyer en adresse postale. Ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais oui, il fallait remplir le dossier, mais il fallait surtout... Alors, il faut reconnaître que la BPI France, dans la plupart des cas, donnait son accord pour le PGE. C'est au niveau de la banque que ça posait problème. C'est-à-dire que certains banquiers refusaient de présenter le dossier à la BPI, malgré l'accord préalable de la BPI, et on refusait. D'ailleurs, ça peut être intéressant, je crois qu'on a prévu un sondage là-dessus, de voir si parmi les participants, beaucoup de personnes ont demandé le prêt et combien l'ont obtenu. Parce qu'il y a eu notamment au niveau des petites entreprises, des micro-entreprises, des TPE, beaucoup de refus. Alors, bon, voilà, et surtout, il ne faut pas oublier non plus que comme c'était calculé sur un chiffre d'affaires de 2019, les entreprises créées en 2020 n'ont pas pu être éligibles à ce PGE puisqu'elles n'avaient pas de référentiel. Donc la seule solution pour elles, c'était le fameux fonds de garantie, fonds de solidarité, qui était le fonds de solidarité, pardon, hein, donc qui était mis en place avec des sommes qui n'étaient pas très élevées, mais bon, c'était toujours ça plutôt que rien. Voilà. Donc on va peut-être passer à la slide suivante, William, où là on va voir un petit peu. Donc ça, ce sont les... Hop. Merci. Ça charge. Voilà. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Hein. Je suis allé chercher les informations officielles sur les sites du gouvernement. Donc ça, c'est la dernière publication, la dernière carte qui a été publiée, qui montre en fait, qui donne une image de la répartition. Alors, vous voyez qu'en fait, le prêt garanti, il faut savoir que ça s'inscrivait dans une enveloppe de 300 milliards d'euros et à peu près la moitié, puisqu'on est à 141 milliards 562 qui ont été octroyés, qui ont été sollicités dans le cadre d'un PGE. Donc, à peu près la moitié de cette enveloppe a été utilisée pour le PGE et ça correspond à des aides qui ont été faites sur 693 000 entreprises. Donc, c'est pas mal. Il y a quand même énormément d'entreprises qui l'ont demandé. Donc, il faut le savoir. Avec une répartition, vous voyez la répartition nationale. Alors, c'est vrai que les gros demandeurs, c'est les Parisiens, mais ça,
c'est normal, les Parisiens demandent toujours beaucoup d'argent. Mais on voit vraiment que c'est la région Île-de-France qui a été, parce qu'il y a aussi beaucoup de sièges sociaux d'entreprises, bien évidemment. Je plaisante quand je dis que les Parisiens demandent beaucoup d'argent. Il y a quand même une concentration énorme de sièges sociaux sur la région parisienne, il faut le savoir. Mais sinon, le reste, on voit que la région Rhône-Alpes aussi a été pas mal demandeur, parce qu'il y a pas mal d'entreprises innovantes aussi dans cette région. La région du Nord comme la région de l'Est, c'est à peu près correct. Au niveau de l'Ouest, ils ont été assez, mais ça correspond au côté un peu breton. On ne demande pas d'argent, on ne fait pas de prêt, de toute façon on a de la réserve, donc voilà. Voilà, la répartition telle qu'elle a été faite. Au niveau des secteurs d'activité, c'est essentiellement le commerce qui a été le plus gros demandeur, puisque ça a été aussi le plus impacté, notamment avec les fermetures d'entreprises par raison administrative. Donc, on est quand même sur une belle majorité concernant le commerce, les industries manufacturières aussi, parce que forcément, qui dit industrie manufacturière dit aussi beaucoup de salariés. Et en devant fermer l'entreprise, on est obligé de rester chez soi, et donc il n'y a pas d'entrée d'argent, donc c'était impacté. Oui, voilà. Puis il y a très peu de télétravail. Et il y a très peu de télétravail dans l'industrie manufacturière. Tu as raison, William, de le souligner. C'était compliqué pour eux de pouvoir travailler à la maison quand on n'a pas sa machine-outil devant soi. Bon, voilà. Donc, on a eu ensuite pas mal d'entreprises de restauration, le transport également. Il y a des secteurs qui ont été moins impactés, comme je le disais tout à l'heure, qui ont continué plutôt à avoir une activité un peu soutenue. C'était notamment l'agroalimentaire, les grandes surfaces ou autres qui, elles, ont continué de toute façon, ce qui fallait bien nourrir la population. Donc, et puis, ça a permis aussi cette période de confinement pour beaucoup de découvrir Netflix, dont je sais que William est particulièrement friand. Donc voilà, pendant qu'il ne faisait rien, pendant qu'il était en télétravail, il faisait croire qu'il travaillait, mais non, il était devant Netflix. Voilà, donc j'aurais pas dû le dire, excuse-moi William. Ça fait 10 ans, ça fera 10 ans au mois de mars que je suis en télétravail. Ah oui, au moins tu as inauguré en fait le télétravail. C'est toi qui as inauguré le télétravail en France en fait. Donc ça voilà. Donc on a quand même quelqu'un de célèbre aujourd'hui avec nous, le premier à avoir inauguré le télétravail il y a 10 ans. Donc William, donc notre ami William. Donc voilà un petit peu pour la répartition au niveau de l'octroi du PGE. Donc les chiffres seront probablement figés, quoique, on y viendra à la fin. Ce sujet, lorsqu'on l'a préparé avec William, on l'a préparé en fin de l'année dernière, et on ne savait pas qu'il y allait avoir des annonces qui ont été faites pas plus tard que mardi par M. Bruno Le Maire, qui ont bougé un petit peu l'organisation de ce webinaire, mais qui font que, on le verra ensuite, ça peut modifier certaines choses, notamment au niveau de l'octroi des prêts, puisque la date butoir initiale des prêts pour demander un prêt était fixée au 31/12/2021. Et le 4 janvier, l'annonce de Bruno Le Maire, on y reviendra après, une des annonces a été de dire qu'on pouvait le redemander jusqu'au 30 juin 2022. Donc, il reste encore 6 mois. Mais ça, c'est un petit peu aussi la marque de fabrique de certaines annonces gouvernementales. Ça ne concernera que certains secteurs, pas tout le monde. Et les secteurs n'ont pas encore été publiés. Donc, on ne sait pas qui pourra bénéficier au final d'une prorogation de demande de PGE jusqu'au 30 juin. On suppose que ce sont les mêmes secteurs qui ont été impactés depuis à cause du confinement, qui sont les plus impactés, toujours les mêmes, la restauration, le loisir ou autre. Mais on n'en a pas la certitude. Donc, il faut attendre encore là les décrets, puisque les annonces du mois de janvier dans une année présidentielle, ça fait toujours plaisir, mais il faut derrière voir la déclinaison. D'ailleurs, on l'a vu, ne serait-ce que par rapport à l'octroi du PGE, où tout le monde a cru qu'on pouvait avoir un PGE, et en fait, non.
en fait, beaucoup d'entreprises se sont vues refuser cet octroi de PGE. Donc voilà pour cette carte. On va passer après. Bien sûr, comme je le disais, la slide suivante, c'est bien beau d'aller chercher un prêt et d'avoir un nouveau prêt. Souvent, la plupart des entreprises qui ont sollicité d'ailleurs le PGE étaient déjà engagées par des engagements d'emprunt, hein, il faut le savoir. Donc là, c'est un prêt exceptionnel. On n'a pas forcément tenu compte déjà du niveau d'endettement, mais faut pas oublier que derrière, il y a nos amis banquiers. Qui dit amis banquiers dit aussi rhétorique, dit aussi analyse, dit bah oui, mais on reste des banquiers. Donc c'est bien beau, l'État annonce des choses, mais nous, derrière, c'est nous qui supportons, c'est nous qui prêtons l'argent. Bon, même si c'est garanti par l'État, c'est-à-dire, je traduis ces garanties par le contribuable. Hein, il faut aussi le savoir, c'est-à-dire que l'État, c'est nous. Hein, donc, s'il y a beaucoup de défaillances au niveau du PGE, c'est forcément la collectivité nationale qui en supportera le coût. Alors, quel taux pour les PGE? Ça sont les taux qui ont été, on va dire, bon, là, c'était mis voilà, j'ai mis la date le 22 novembre 2021. Ça, c'était ce qui a été les derniers taux qui ont été fixés. Ça changera peut-être, parce qu'il y a eu d'autres annonces aussi le 4 janvier. Donc, première année, je le disais tout à l'heure, le coût, il n'y a pas de taux, puisque le coût n'est pas supporté par l'entreprise, mais avancé par la banque et à l'État. Donc, ça, c'est la petite chose entre l'État et la banque. Donc au final, pour celui qui a remboursé, parce que je vous rappelle quand même que le PGE, pour ceux qui en ont fait la demande au mois de mars 2020, avril 2020, avait un an de franchise avant le remboursement. Donc normalement, ça aurait dû être remboursé en avril et en mars-avril 2021. Mais on s'est aperçu qu'il y avait encore le Covid qui était là et que M. Covid faisant encore des siennes, Bruno Le Maire à l'époque avait, enfin pas lui tout seul, mais le gouvernement avait décidé de proroger d'un an le remboursement du PGE. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec William, on avait décidé de faire ce thème un peu particulier, parce que début janvier, il fallait commencer à penser et à repenser, à devoir se dire ok, j'ai un PGE, mais je vais commencer ici à payer là, dans quelques mois. Ce qui peut être le cas d'ailleurs, hein, parce que après, forcément, un prêt, ça se rembourse. C'est pas une subvention, c'est pas le fonds de solidarité, c'est un prêt. J'insiste, parce qu'un prêt, c'est une inscription au bilan, comme une dette, et plus on ira dans le temps en inscription au bilan avec une dette, plus cela grèvera le bilan également. Donc il faut le savoir. Il faut savoir aussi que plus vous allez demander un délai important, plus derrière, la banque, elle, ok, le dispositif le permet, mais si vous avez besoin de faire d'autres investissements, ça sera peut-être regardante à 2 fois. Donc il faut bien avoir ça en conscience. Les taux ont été cadenassés un peu par le gouvernement, parce qu'on pouvait se dire, c'est beau, les banques vont en profiter ensuite. Donc il y a eu des négociations qui ont été faites entre le gouvernement et l'État pour adopter des taux qui ne soient pas non plus très, très importants. Donc pour les prêts de plus d'un an, les banques proposent des taux incluant la garantie d'État allant de 1 à 1,5% pour un prêt remboursé en 2022 ou 2023. Donc ça reste encore un taux correct. Mais déjà, si on prévoit de le rembourser en 2024 et 2026, là ça double. On passe de 2 à 2,5%. Donc, alors, ça reste encore un taux qui n'est pas non plus... Enfin, voilà, mais c'est quand même des intérêts, dont il faut tenir compte. Oui, c'est pas encore des taux de CTLM, hein, ni de... Ce n'est pas les... Alors, je sais que tu avais postulé pour la publicité CTLM, et d'ailleurs, c'est toi qu'on voit à un moment donné en vert avec tous les post-it, mais bon, non, tu ne nous feras pas ce coup-là, William, ce n'est pas toi qui fixera le taux que tu veux. Donc, tu iras continuer tes publicités si tu le souhaites, mais en tout cas, là, on reste... voilà, ça, ce sont les taux fixés au 22 novembre 2021. Je dis bien au 22 novembre 2021 parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des nouvelles annonces qui vont probablement modifier ces taux, tout au moins sur la durée. Donc voilà, donc ça, c'est pour ceux qui ont peut-être aujourd'hui... Alors, la question qui va se poser, c'est bien sûr,
on peut rembourser un prêt, mais encore faut-il savoir quel est l'état de sa trésorerie. Parce que est-ce que j'ai les moyens de rembourser mon prêt? Aujourd'hui, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, on va le voir avec la slide suivante, mon cher William. Voilà, donc ça aussi, c'est une statistique qui a été faite avec des chiffres suite à un sondage qui a été fait. 55% des entreprises reportent donc ça a été fait en mars ou avril 2021. Le 26 février 2021. Alors, 26 février, donc c'était juste avant les premiers remboursements. Je précise pour tout le monde que quand il y aura le replay, vous pourrez télécharger toutes les slides. Hein. Donc, 55% des entreprises, donc une majorité des entreprises, avaient déjà l'intention de reporter, puisqu'elles bénéficiaient d'un an supplémentaire, de demander ce bénéfice. C'est-à-dire que 45% d'entre elles, qui avaient sollicité le PGE, avaient l'intention de rembourser dans les temps. C'est-à-dire que si elles le remboursaient au bout d'un an, elles ne payaient pas de taux d'intérêt. Donc, voilà, c'est-à-dire que les entreprises ont bien passé la crise, la première phase, donc elles n'ont pas forcément besoin de garder le PGE et d'avoir des intérêts à payer sur ce... Parce que c'est vrai que quand on est une petite entreprise, 1% sur 30% de son chiffre d'affaires de l'année 2019, bon, ça peut représenter pas forcément grand-chose. Quand on est une entreprise beaucoup plus importante, les 30% du chiffre d'affaires sont beaucoup plus importants et les intérêts le sont également. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable non plus. De toute façon, comme dans tout prêt qui est... Oui. Ah. Xavier? On l'a perdu. On a perdu Monsieur Gilron. Ah, bon, écoutez, excusez-nous. Petit problème Netflix. Oui, Xavier a des soucis de connexion. Bon. Donc, je vous disais, oui, tous les slides seront mis à votre disposition à la fin de ce webinaire. Je vous ai laissé sur chaque slide, tout en haut, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, tout en haut à droite, à gauche, vous avez l'adresse du site internet où Xavier a récupéré ces informations. Et je n'ai plus du tout de nouvelles de Xavier. Bon. Alors là, je crois que c'est la première fois que cela m'arrive. Et je ne vais pas pouvoir terminer le webinaire tout seul, ça c'est sûr. Alors, je vous demande quelques instants, je vais essayer de l'appeler par téléphone. Le voilà. Ah. Voilà, me voilà revenu. Ouais. De quoi on parlait juste avant le début du webinaire, Xavier? je lui disais, mais Xavier, tu n'as toujours pas la fibre optique? Ah, on a eu une coupure de faisceau, excusez-moi. Ce sont les aléas du direct.
Donc, mais je ne doute pas un seul instant que William vous a fait participer à son tour de chant comme il le fait habituellement. Et ça, je suppose qu'il a été donc excusé pour cette interruption involontaire de ma part pour des raisons techniques, en espérant que la connexion puisse tenir jusqu'au bout. Mais cela dit en passant, il y a beaucoup de problèmes de connexion en ce moment parce que, bah oui, forcément, beaucoup de gens sont en télétravail. Et ça, les opérateurs sont actuellement surchargés, il faut le savoir, comme à chaque fois qu'il y a une obligation de télétravail. Donc ça, c'est bien la France, c'est-à-dire qu'on oblige les gens à rester chez eux, on les oblige à faire des choses en vidéo, et au final, il n'y a pas les réseaux suffisants pour pouvoir être... J'ai pas de problème, moi. T'as qu'à aller habiter dans le pays le plus fort économiquement, l'Allemagne, et tu verras oui. et le réseau Internet. Non, en plus, en fait, j'habite aussi dans un quartier où il y a une université et il y a beaucoup de connexions Internet sur les lignes de mon quartier, et ceci peut expliquer cela aussi. Donc, toutes mes excuses. Bon, voilà. Donc, on va reprendre notre conversation sur le nombre d'entreprises qui ont demandé un différé, donc une prorogation plus exactement. Donc ça, c'était en février 2021. Donc ça, c'était par rapport au fameux remboursement qui était prorogé d'1 an. Donc, ce qui voulait dire que prorogation d'1 an, après, il fallait rembourser ici à partir de mars ou avril 2022. Alors, la slide suivante, s'il te plaît, William. Par rapport justement à cette... au niveau de le sondage en fait qui avait été fait auprès de ces entreprises, c'était 53% des entreprises choisissent un amortissement avec une année de décalage du capital. 14% environ à l'époque avaient l'intention de rembourser dès 2021. Donc ça, c'était un sondage qui avait été fait lors des premiers octrois de PGE en 2020. 6% l'amortiront entre 2022 et 2023. 11% entre 2024 et 2025. 68% avaient déjà choisi la durée la plus longue jusqu'à fin 2026. Donc on voyait déjà à l'époque, lors de l'octroi des PGE, qu'il allait y avoir beaucoup d'entreprises, une très grande majorité d'entre elles, qui avaient l'intention de demander le prêt le plus long possible. Alors en même temps, ça peut s'expliquer, parce que rembourser un prêt lorsqu'il est octroyé, surtout quand c'est 30% de votre chiffre d'affaires, qu'il faut le rembourser en une fois, il faut avoir la trésorerie pour. Donc on pouvait se douter d'ailleurs qu'il allait y avoir cette majorité un peu particulière qui allait justement faire que le PGE allait s'étendre dans le temps. Avec des taux, comme on l'a vu précédemment, avec des taux différents selon la période de remboursement, sachant que plus vous optiez pour une période longue, plus le taux d'intérêt était important. Donc on allait, donc voilà, ça c'est les chiffres aussi qui avaient été faits donc au départ. Xavier, il faudrait que tu rebarres ta petite cloche, s'il te plaît. Ma petite cloche. Parce qu'on entend des petits bips de temps en temps. Ah, ok. J'ai fermé ma petite cloche. Tu es insultant, tu me traites de cloche, William. Non, on ne sommes pas à Pâques, nous sortons juste de Noël. Voilà. Bon. J'ai fermé ma petite cloche. Donc voilà, donc ça, c'était des chiffres qui montraient déjà, on va dire, l'état. Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que déjà avant notre crise sanitaire, les entreprises étaient déjà dans on va dire, une période assez difficile. On ne peut pas dire que la vie des affaires était très, très encourageante. Il y avait quand même pas mal de difficultés en amont. Et cette crise sanitaire, avec les décisions qui ont été prises par le gouvernement de fermer certaines d'entre elles, n'ont fait qu'accentuer les difficultés. Il faut le savoir aussi. Mais ça a permis de maintenir, on va dire, comme si vous étiez à l'hôpital, on vous met une perfusion. Vous ne pouvez pas manger tout de suite, mais votre corps est quand même nourri. Voilà. C'est une image un peu particulière, mais entreprise un peu malade, on lui met une perfusion, elle continue de se requinquer un petit peu, mais elle n'est pas encore sortie de l'hôpital. Donc on savait déjà dès le départ qu'il allait y avoir en fait beaucoup d'entre elles qui allaient demander la période maximale.
Arrive cette fin d'année, cette fameuse fin d'année 2021, avec l'approche les premières échéances, mars-avril. Qu'en est-il? Est-ce que nos entreprises, dans cette nouvelle 5e vague qui remet un petit peu d'anxiété, qui fait que, en plus, on est à la fin de l'année 2021, juste avant une année présidentielle. On sait très bien que les années présidentielles, tout est un peu figé. Chaque fois qu'il y a une année d'élection, de toute façon, les choses sont un peu figées au niveau des entreprises, au niveau des administrations, enfin voilà, les gens attendent un peu parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir, des changements, des modifications législatives ou autres. Donc c'est un peu compliqué. L'année qui précède, enfin la fin d'une année qui précède une année électorale, l'année électorale en elle-même est toujours un peu compliquée. Bon, on arrive donc 2021 avec cette fin 2021 avec cette échéance. Donc ça, c'est la slide suivante. On dit les entreprises, c'est bien beau. Maintenant, il va falloir repasser à la caisse. On est venu vous aider, mais que se passe-t-il? Voilà. Et ça, c'était donc déjà dès le mois d'août ou septembre, dès le mois de septembre 2021, il y a un sondage qui avait été fait. On savait que 15 à 25% des entreprises qui avaient bénéficié d'un PGE, donc c'est loin d'être anodin, c'est un quart d'entre elles presque, auraient des difficultés pour rembourser ce PGE. Il faut savoir aussi qu'il y a eu, dans l'octroi des PGE, ça l'avenir nous le dira, mais des entrepreneurs qui ont utilisé le PGE, pas forcément pour maintenir en survie son entreprise, mais pour faire autre chose. Certains qui se sont remboursés leur compte courant, d'autres qui ont créé d'autres entreprises avec l'argent du PGE. Ce n'était pas destiné à ça, en fait. Le PGE était vraiment destiné à maintenir en vie son entreprise. Mais bon, comme voilà, on reçoit de l'argent, on se dit, ah bah tiens, j'ai de l'argent, je vais en faire ce que j'en veux. Bah, non. C'est une faute de gestion, ça. Ça peut devenir, et dans certains cas, William, tu as raison, dans certains cas, ça deviendra une faute de gestion. Notamment pour les entreprises qui n'auront pas, les entrepreneurs qui n'auront pas la possibilité de rembourser. Il y aura peut-être une enquête qui sera faite ou autre, mais si on s'aperçoit que l'argent qui a été octroyé du PGE a servi à autre chose que de maintenir son entreprise à flot, oui, clairement, l'argent du PGE n'est pas destiné à ça, n'est pas destiné à faire autre chose. Moi, j'ai eu des retours d'exemples, on m'a dit, tiens, telle entreprise, le dirigeant s'est racheté une nouvelle voiture. Le but, c'est pas ça, quoi. Enfin, clairement, on est dans une période de crise sanitaire, il faut maintenir son entreprise. C'est pas une subvention, c'est pas un fonds de solidarité, c'est un prêt. Et le prêt, il est défini, il est octroyé pour être affecté à quelque chose de particulier, qui est de maintenir en vie son entreprise. Donc, c'est pas fait pour autre chose. Et malgré ça, beaucoup d'entreprises qui se sont vues octroyer le PGE ont vu leurs difficultés financières continuer à s'accroître et n'ont pas aujourd'hui matériellement la possibilité de rembourser. On en était là lorsqu'on a préparé avec William cette thématique. On en était là et mon rôle était de dire attention, mois de mars, mois d'avril, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment être vigilant parce qu'il va falloir passer maintenant à la caisse remboursement. Et puis, il y a eu, donc slide suivante, le 4 janvier, Monsieur le maire qui annonce quoi? Ben voilà, année présidentielle, je vous disais tout à l'heure, hein, donc c'est un petit peu l'épiphanie, les rois mages arrivent et Bruno Le Maire est arrivé devant les tables avec un beau cadeau pour les entreprises en disant « Ah mais messieurs, dames, les entrepreneurs, le PGE, on va pouvoir l'étaler jusqu'à 10 ans. » Waouh, là, ce qu'on devait rembourser a commencé à rembourser ici. Alors, bien sûr, il n'y aura plus de période de prorogation, hein, ça, tout le monde l'a compris, mais il va falloir commencer. Mais on va pouvoir étaler jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire que jusqu'à 2032, quoi. Donc, c'est pas anodin. Donc, enfin, 2031, 2032. Donc, 10 ans, mais là encore, je disais tout à l'heure, cette annonce s'est accompagnée d'une deuxième annonce
donc on peut passer à la slide suivante qui est identique, mais qui est peut-être plus marquante sur le soulagement pour bon nombre d'entreprises. Soulagement, oui, c'est accompagné de quoi? Donc d'un remboursement pendant 10 ans, mais également de la possibilité de demander le remboursement, de demander le PGE, de le demander jusqu'au 30 juin 2022. Super, on se dit, tiens, c'est encore possible de le demander, et je vais pouvoir le faire pendant 10 ans. Sauf qu'il y a deux choses qui n'ont pas été dites par Bruno Le Maire, parce que les décrets ne sont pas parus. C'est que, le 30 janvier 2022, ça ne va concerner que certains secteurs d'activité qui n'ont pas encore été déterminés. Donc, on ne sait pas quels sont les secteurs d'activité qui vont pouvoir bénéficier de cette demande complémentaire. On suppose que ce sont peut-être les mêmes qui sont impactés, qui sont obligés d'avoir des mesures administratives de fermeture, les bars, les restaurants, ce genre de choses, notamment les discothèques, par exemple, possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore défini, donc je n'ai pas encore la réponse par rapport à cela. Et deuxième chose, c'est que l'étalement sur 10 ans, je vous le disais tout à l'heure, et on l'a vu, les taux sont évolutifs en fonction du nombre d'années sur lequel vous allez rembourser. On devait s'arrêter normalement en 2026. Là, on s'arrête à 2031-2032. C'est-à-dire qu'on proche de 5 ans en plus. Donc, quels vont être les taux qui vont être appliqués sur cette période? Pour ceux qui vont demander le remboursement le plus tardif possible, on ne le sait pas. Les taux n'ont pas encore été fixés. Donc, voilà. Moi, ce que je veux vraiment vous dire et insister sur le fait de dire ce dispositif a permis de sauver en grande partie l'économie française. Il faut le reconnaître. Maintenant, je le précise aussi, de sauver l'économie française et aussi, grâce à ça, ce que les entreprises ont gardé leurs salariés aussi, c'est que le redémarrage a été plus rapide chez nous que dans d'autres pays. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Tu as raison, William. Ça a permis, justement, pour ceux qui ont bien géré ce PGE, de pouvoir repartir, de pouvoir réembaucher. On a même les secteurs de restauration qui aujourd'hui manquent de main-d'œuvre, il faut le savoir, parce que beaucoup de salariés qui sont restés tranquillement chez eux à regarder Netflix, comme je le disais tout à l'heure, ont découvert que c'était moins fatigant et il y a à peu près un delta de déficit de 130 000 emplois dans le secteur de la restauration aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes. Donc, si vous voulez changer de vie et alors je dis pas que les salaires sont mirobolants, ils sont pas déconnants non plus. Il faut arrêter de dire que la restauration, c'est un métier qui est difficile, qui est un peu ingrat, mais qui est pas le plus difficile non plus et qui est pas le moins bien payé non plus. Il y a beaucoup notamment pour les jeunes. J'entends beaucoup de jeunes qui se disent être dans la précarité ou autre. Gérer le secteur de la restauration, faire le service ou autre, on ne demande pas forcément une qualification spécifique. En cuisine, c'est différent, bien évidemment, mais il y a des embauches. Xavier, il reste 12 minutes, donc il y a des questions aussi. Hein. On y va. De toute façon, on a terminé sur les annonces du gouvernement. Donc. Bien. Alors, donc celle de Cyril, je pense qu'on vient de répondre à l'instant à sa question. Commence en mars. Les remboursements commencent en mars, c'est bien cela? Oui, les premiers. J'ai cru entendre même dire que Bruno Le Maire a parlé, je crois, à la télévision, dire que au mois de mars, il y avait 20 ou 30 000 entreprises qui étaient concernées pour commencer à rembourser à partir du mois de mars. Alors je suis pas sûr de moi du tout. Là, honnêtement, je n'ai pas. Pour moi, l'information que j'ai, c'est les remboursements commencent. Parce que le prêt, il n'y a pas de prorogation, il n'y a pas de délai supplémentaire qui est octroyé. C'est un allongement du délai de remboursement. Alors, quel est le montant moyen des PGE en termes du pourcentage du chiffre d'affaires? Le gouvernement permettait d'emprunter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, mais savez-vous ce qu'il en est dans la réalité? La plupart, j'ai pas d'informations parce qu'en plus, ce type d'information, il est vraiment variable en fonction des secteurs. Je sais qu'au niveau des petites entreprises, elles sont allées au maximum possible, c'est-à-dire 30%. C'était jusqu'à 30% en fait de la possibilité du chiffre d'affaires de 2019. En moyenne, c'était 25%. Oui, tout dépendait parce que là encore, selon la taille de l'entreprise, ça représente quand même un prêt relativement important. Donc, il faut quand même savoir que si on a conscience qu'il faut le rembourser, à un moment donné, c'est bien de voir arriver l'argent, mais il va falloir le rembourser. Donc,
j'ai pas de chiffres parce que là, il faudra une analyse sectorielle en fonction du secteur d'activité. Mais je sais que beaucoup de petites entreprises, par contre, ont demandé à bénéficier du maximum possible. Donc, sachant qu'elles n'avaient pas non plus forcément un gros chiffre d'affaires en 2019, donc c'est quelque chose qui peut être plus amortissable aussi pour elles. Une question aussi de Anne, mais je pense qu'on va... Effectivement, comment rembourser 30% du chiffre d'affaires en un an quand les taux de rentabilité des entreprises sont de 2 ou 3% par an? Là encore, on n'oblige pas les entreprises à rembourser en un an. Celles qui le feront, ce sont celles qui, essentiellement, n'ont pas utilisé leur PGE. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que certains ont demandé parce que la première année, il n'y avait pas de taux d'intérêt, donc elles avaient tout intérêt à le demander, ne serait-ce que par précaution. Mais si elles n'en ont pas eu l'utilité, elles peuvent rembourser les 30%. Là encore, si elles remboursent les 30%, elles n'auront pas de taux d'intérêt appliqué. C'est juste là-dessus qu'il faut voir. On n'oblige pas les entreprises à rembourser tout en une seule fois. Après, c'est en fonction de négociations, parce qu'il y aura quand même une négociation avec sa banque, pour pouvoir avoir l'octroi d'un délai qui peut aller maintenant jusqu'à 10 ans. Hein. Mais tout ça, bien évidemment, on ne va pas obliger les entreprises à rembourser tout de suite, tout en une seule fois. Mais il y en a certaines qui le feront. Certaines l'ont fait d'ailleurs. Hein, elles n'en ont pas eu besoin. Oui, voilà, c'est ça. Ils l'ont pris en secours et ils ne l'ont pas utilisé. Tout à fait. Comme une roue de secours, c'est exactement ça, au cas où. Alors, est-ce que racheter une entreprise et faire une plus-value peut être considéré comme une faute de gestion? Est-ce que les contrats des prêts PGE spécifiaient l'utilisation des fonds? Oui. Par définition, le prêt garanti par l'État, oui, il était affecté à la. Il n'a pas été fait pour faire d'autres investissements. Sauf si ces investissements étaient prévus initialement dans la politique de l'entreprise, avaient été prévus ou autre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une logique d'entreprise. On affecte les fonds pour préserver son chiffre d'affaires et ses revenus et les différents paiements qu'on doit faire aux fournisseurs et aux administrations, aux impôts ou autres. On ne l'utilise pas pour faire autre chose. Je ne peux pas dire autre chose, c'est un prêt qui était affecté à l'entreprise et pas à autre chose que l'entreprise, même si c'est pour créer une autre entreprise. Donc attention, il peut y avoir effectivement... après, tout dépend. Si le prêt est remboursé, on n'ira pas chercher de pouce sur la tête. C'est s'il y a une difficulté de remboursement et qu'il y a une impossibilité de remboursement, là, on ira vérifier si le prêt a bien été affecté à la survie de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, il y aura effectivement des fautes de gestion. Et je rappelle que les fautes de gestion peuvent faire perdre la responsabilité limitée du dirigeant lorsqu'il est en responsabilité limitée. Plus clairement, ça veut dire qu'on peut, au tribunal de commerce, on peut vous saisir votre habitation. Il faut que la faute de gestion soit établie. Après, c'est quand même moins grave que d'aller racheter une voiture neuve. Mais et puis peut-être que le rachat de la société qui a fait là encore, c'était peut-être un rachat qui aidait justement la première entreprise à aller mieux. Voilà. Peut-être, mais là encore, on va pas aller vérifier en fait ce qui a été fait de l'argent. On vérifiera simplement s'il y a un problème de remboursement. Parce que s'il y a des difficultés qu'on ne peut pas, on dira l'argent, vous en avez fait quoi? Ah j'ai fait, voilà. Et moi, j'ai eu des retours de choses sidérantes qui ont été faites avec le PGE. Mais bon, chacun est responsable, l'entrepreneur est responsable. Hein, donc, même si on n'est pas responsable du virus, on est responsable de ce qu'on reçoit. Une question d'Emeric. Est-il possible de faire une nouvelle demande de PGE additionnelle après l'avoir déjà eu? Tout à fait, absolument. Le dispositif le permet. Après, ça reste du ressort de la banque de l'accepter ou de refuser, mais il n'y a pas de contradiction si on en a bénéficié. Des entreprises d'ailleurs qui ont eu plusieurs PGE. Voilà. Surtout, certaines avaient peut-être aussi voulu demander moins au démarrage, pas forcément 30% du chiffre d'affaires de 2019. Elles ont peut-être demandé 5%, 10%. Elles se sont aperçues au final que ce n'était pas suffisant, donc elles ont pu faire une demande complémentaire de PGE, absolument. Bien, écoute, super. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, moi, je vous annonce les prochains webinaires.
Non, tu voulais peut-être dire autre chose, rajouter quelque chose? Non? Bon, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Pendant que vous écrivez les questions suivantes, moi, je vais vous montrer. Donc, le webinaire de la semaine prochaine, ça sera du coaching avec Nadjet Maloug, une femme que j'adore et qui a une superbe voix. Elle devrait faire de la radio. Mais vous allez voir, elle va vous... Alors, on va dépasser vos limites. Donc, rien à voir avec le sujet des PGE. Hein. Ne dépassez pas les limites du PGE. Ça n'a rien à voir. Dépassez vos limites justement pour mieux commencer cette année 2022. Et puis, la semaine suivante, tout autre sujet. Hein, on verra ce que c'est que l'intelligence artificielle. Voilà, ça fera une petite pause. On fera une petite pause digitale. Et puis, écoutez, si vous voulez savoir le reste, tous les webinars sont, si vous voulez tout savoir, mon calendrier de webinars est plein jusqu'au 15 avril. Le 28 janvier, ça sera avec quelque chose, moi, qui attire mon attention depuis plus d'1 an. Chaque fois que j'allume la télé, que je tombe sur une publicité, je vois une pub pour QuickBooks, qui est un logiciel pour aider les artisans et les TPE. Donc, j'ai envie de savoir si c'est vraiment utile dans la gestion de tous les jours. Donc, j'ai invité QuickBooks et on aura deux personnes de chez eux le 28 janvier. Le 4 février, on parlera d'emailing avec une société française qui fait de l'emailing, qui s'appelle Sarbacane, qui est basée dans le Nord, mon cher. Tout à fait, absolument, je connais, oui. Et pour répondre au message de chat de Sébastien, qui nous disait tout à l'heure, il faut que la CAF couvre également les remboursements sur la durée d'étalement du prêt. Eh bien, mon cher Sébastien, et pour vous tous, le 11 février, l'URSSAF sera avec nous et on parlera de l'étalement et de l'apurement des cotisations. Et on reverra l'URSSAF le 11 mars, et là on parlera justement des remboursements avec la CAF et la CPAM, mon cher Sébastien. Ça me permet juste, William, d'ajouter que au cours des médiations que j'ai pu faire, notamment avec ce type d'organisme, j'ai toujours eu un excellent accueil, c'est-à-dire que les organismes, soit les impôts, l'URSSAF, la CAF ou autres, ont toujours été à l'écoute et il y a toujours eu des solutions favorables qui ont été... franchement, ce sont des organismes dont on critique parfois, mais qui ont bien joué le jeu pendant cette crise. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Tu le dis pas assez souvent, ça, mais je pense qu'il faut le savoir. Et je termine par le dernier, parce que je ne vais pas tous vous les faire jusqu'au mois d'avril, mais le 18 février, on reverra notre ami Google. Et là, ça sera comment optimiser son site Internet, quelles sont les étapes pour le rendre plus performant. Voilà. Et ça durera certainement plus d'1 heure, parce que chaque fois, il y a beaucoup de monde. Voilà, alors je regarde, il y a encore 2 questions. Oui. Alors, Stéphane nous dit, on n'a donc pas le droit de faire des investissements ou des travaux de rénovation, chambre d'hôtel par exemple, avec le PGE, permettant l'amélioration de notre outil. Alors, non, quand c'est affecté, si c'est fait pour le bien de l'entreprise, il n'y a aucun problème. C'est quand il s'agit d'utiliser l'argent, par exemple pour le dirigeant, de se rembourser son compte courant. Ouais, je sais que certains dirigeants. Voilà, si vous voulez rénover votre domicile principal, là c'est non. Mais là c'est non. Rénover votre hôtel. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont fait pour rénover parce que c'était l'occasion de le faire aussi. Ça aurait été un investissement. Moi, je l'ai remarqué, il y avait beaucoup de commerces qui étaient fermés et je les voyais en travaux. Tout à fait, mais ça reste affecté à l'entreprise. Donc ça, c'est pas. Quand je disais autre chose, c'est vraiment des comportements qui ont été faits, notamment certains ont utilisé l'argent pour créer complètement une activité complètement différente. Là, c'est pas le but. Le but, il n'est pas là. Quand il s'agit d'améliorer son entreprise pour la rendre encore plus performante, bien évidemment, c'est le but. Voilà, là-dessus, il n'y aura aucun problème, c'est évident. Bien, eh ben, écoute, mon cher Xavier, je te remercie. Je remercie tous les gens qui étaient présents aujourd'hui. Moi également. Il n'y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Exactement, c'est la qualité qui compte. Il y aura déjà beaucoup plus de monde la semaine prochaine, mais c'est un tout autre sujet. Hein, c'est un peu moins. Ça va peut-être vous aider justement à mieux démarrer cette année 2022. Donc n'hésitez pas. À la fin de ce webinaire, comme d'habitude, vous serez redirigé vers le site internet de Second Souffle. Vous verrez cette image à l'écran et donc cliquez dessus pour pouvoir vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine. Mon cher Xavier, merci beaucoup. Et puis on reste à l'écoute.
Parce qu'on va peut-être se préparer un autre webinaire tous les deux. Avec grand plaisir, mon cher William. Bien. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir.